L'avant-dernier planning d'enseignement à distance pour l'histoire-géographie. Cette semaine, on termine l'histoire. Et ça sera fini de votre programme. Vous serez prêt pour embrayer en septembre avec la Première Guerre mondiale. Donc, 2 séances cette semaine. Une séance sur l'affaire Dreyfus aujourd'hui et une séance sur la séparation des églises et de l'État. Alors, l'affaire Dreyfus est une affaire très importante pour la France. Elle a bouleversé la Troisième République sur le plan politique, mais aussi sur le plan social, et ses conséquences sont encore présentes aujourd'hui. On va expliquer ça en détail. Je vous ai mis une vidéo. Ici, vous pouvez cliquer sur le lien. Le lien est cliquable sur le document PDF. Sinon, vous cherchez sur Carambolage Affaire Dreyfus. Alors, c'est la même émission que l'autre jour, Carambolage avec un K. 9 minutes 43 qui vous explique l'affaire Dreyfus de manière extrêmement claire. Donc, n'hésitez pas à vous reporter à cette vidéo. Et puis, moi, de mon côté, je vais vous expliquer également et vous montrer quelques documents complémentaires pour que vous compreniez à la fois les tenants et les aboutissants de cette affaire, et puis surtout les conséquences de cette affaire. Alors le travail d'aujourd'hui, donc vous allez prendre votre manuel page 154-155 et puis on va faire la consigne page 154 sous forme d'un développement construit. Pour vous aider, donc ce développement vous n'êtes pas absolument pas obligé de me le rendre, vous pouvez me l'envoyer sur ma boîte professionnelle comme d'habitude, pour ceux qui envoient sur ma boîte régulièrement. Et puis, pour vous obliger à bien structurer vos arguments, je vous conseille de nouveau d'écrire donc les idées en rouge, les explications en bleu en soulignant les mots-clés. Comme ça, si vous n'avez pas de mots-clés à souligner, vous allez vous apercevoir que vous faites ce que j'appelle du blabla creux. Et puis, vous mettez l'exemple en vert et vous soulignez les deux éléments précis de votre exemple. Et là aussi, ça va vous obliger à en avoir. Si vous mettez juste une date, ça ne va pas suffire. Si vous mettez une date, une personne, déjà c'est mieux. Donc voilà, donc ça c'est la consigne page 154. Je vais y revenir maintenant en donnant les grandes caractéristiques de l'affaire Dreyfus. Alors, vous pouvez lire sur l'affaire Dreyfus un livre de Robert Harris qui s'appelle J'accuse. La couverture de ce livre, donc est paru au livre de poche, sur l'édition Pocket. La couverture de ce livre est une illustration une photo tirée d'un film qui est sorti cette année de Roman Polanski, mais il y a eu une très grande polémique à la sortie de ce film, j'ai pas pu vous le montrer. Je ne sais pas si un jour la polémique sera apaisée au point de pouvoir voir ce film. Je vous le souhaite en tout cas, parce que c'est un film qui est réussi. Je ne veux pas me placer du tout dans cette polémique là, mais juste vous recommander un film qui a une valeur pédagogique, qui s'appelle J'accuse. Alors, je vous montre la page 154-155 et voici donc le coup de pouce qui va vous permettre de rédiger votre texte qui est censé présenter l'affaire Dreyfus. Alors, vous voyez, votre coup de pouce, en fait, il contient les 3 idées que vous allez développer en explication et en exemple. La première idée, c'est que l'affaire Dreyfus est une affaire militaire qui se révèle être une erreur judiciaire. Donc, il y a une enquête, et puis il y a une erreur judiciaire, c'est-à-dire qu'on ne condamne pas la bonne personne. Cette erreur judiciaire a été révélée, et un débat violent met en évidence l'antisémitisme dans la société française. Pourquoi ? Parce que la personne qui est condamnée à tort et victime de cette erreur judiciaire est juif. L'antisémitisme, c'est l'hostilité, la haine à l'égard des juifs qui sont considérés à cette époque en France comme une race, en fait, on utilise même le mot race à cette époque, et inférieur au reste de la société et dangereux pour la société française. C'est très souvent le cas quand vous avez une minorité identifiée dans une société. Elle est rapidement, c'est un phénomène bien connu, très documenté et très analysé en sociologie, une minorité ethnique, une minorité religieuse est rapidement montrée du doigt comme étant responsable de
de la mise en danger des valeurs d'un pays, par exemple, ou responsable d'une crise. Hein, donc voilà. Et puis, donc troisième idée, l'affaire Dreyfus, c'est un débat violent qui met en évidence deux visions de la France, une vision plutôt favorable à la République et une autre contre la République. Alors là aussi, hein, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, on est à la fin du 19e siècle, ça fait que 20 ans que la République est mise en place, et pendant une grande partie du 19e siècle, vous avez eu une monarchie constitutionnelle, 4 ans de république démocratique seulement, avant de repartir vers un régime autoritaire qui était le Second Empire. Donc l'idée de la démocratie, l'idée de la République, elle n'est pas installée dans notre société. Et surtout, vous avez des gens qui sont âgés, hein, qui ont connu par exemple le Second Empire et qui ont une nostalgie d'un régime fort avec un chef autoritaire. Donc c'est pour ça que vous avez encore des débats pour ou contre la République. Donc voilà pour la structure de votre texte. Alors maintenant, intéressons-nous à cette affaire. Un petit mot sur la chronologie qui va nous permettre de mieux comprendre. Alors, au départ de cette affaire, il y a la condamnation du capitaine Alfred Dreyfus. De quoi est-il condamné? Je vous montre tout de suite. Voilà la pièce à conviction. Vous allez me dire, bah dis donc, bonjour la pièce à conviction, hein, c'est pas terrible, c'est tout déchiré, on n'y voit rien. Alors voilà, ça qu'a récupéré la femme de ménage de l'ambassade d'Allemagne en France, qui faisait des poubelles et qui donnait tout le contenu de la poubelle aux autorités françaises. C'était en fait une espionne, si vous voulez, hein. On est là dans des opérations de renseignement entre la France et l'Allemagne, qui sont toujours donc concurrentes et qui ont une hostilité très importante l'une vis-à-vis de l'autre. Je vous rappelle que l'Allemagne a proclamé l'Empire allemand dans la Galerie des Glaces en 1870, que la France a perdu l'Alsace-Lorraine et qu'il y a un contentieux, c'est-à-dire un conflit entre les deux pays qui ne rêve que d'une seule chose, c'est d'en découdre de nouveau, en tout cas pour la France, et récupérer la partie Alsace-Lorraine qui lui a été supprimée par le règlement de la guerre contre la Prusse en 1870. Donc des opérations de renseignement ont lieu, et la femme de ménage trouve ce papier déchiré. Et sur ce papier, il est inscrit que, vous voyez, on voit un peu là, une note, alors on n'arrive pas à lire, hein, c'est une façon d'écrire qui est ancienne, donc on n'écrit plus comme ça aujourd'hui. Et en tout cas, ce papier dit qu'il va y avoir une livraison de papier, d'informations, de documents vers l'Allemagne de la part d'un officier français, mais on n'a pas le nom. Alors, immédiatement, on s'intéresse au service de renseignement français qui a pu trahir. Et très vite, on trouve un coupable. Et le coupable, c'est lui que vous voyez ici traduit devant le Conseil de guerre, Alfred Dreyfus. Alors pourquoi est-il coupable? Parce qu'il travaille justement dans le renseignement français, donc il pourrait être susceptible d'avoir accès à des documents classés secret défense et qui pourraient intéresser l'Allemagne. Et puis surtout, il a deux défauts, ce pauvre homme. D'abord, il est alsacien, il est d'origine alsacienne, donc il est constamment suspect de vouloir trahir l'Allemagne, parce que l'Alsace est devenue allemande, et même si la famille de Dreyfus a fait le choix de s'exiler de l'Alsace pour rester en France et être fidèle à la France, eh bien pour de nombreux observateurs, cette appartenance, cette origine alsacienne est suffisante pour le rendre suspect. Mais surtout, la deuxième raison pour laquelle il est suspect, c'est que Dreyfus est juif et que à cette époque, donc je vous l'ai dit, les juifs sont victimes de discrimination et sont constamment suspectés de ne pas respecter la République française et de respecter finalement davantage leur religion que la nation à laquelle ils appartiennent. Donc ça, c'est une accusation récurrente qui pèse sur les juifs. Donc le capitaine Dreyfus est traduit devant le Conseil de guerre. Il y a des analyses graphologiques qui disent que oui, c'est son écriture. En fait, son écriture ne ressemble pas du tout, mais il y a un graphologue, un expert qui dit qu'il a maquillé son écriture et que donc c'est quand même la sienne. Il est condamné donc à la dégradation dans la cour des Invalides. Donc cette une du petit journal est
très célèbre et montre comment on a arraché ces décorations à Alfred Dreyfus. Et là, vous voyez un gradé qui est en train de casser son épée. Ce que vous ne voyez pas dans cette scène, c'est la foule aux portes derrière les grilles des Invalides, la foule qui est en train de crier à bas les Juifs et qui conspue Alfred Dreyfus et qui soutient cette dégradation. Alfred Dreyfus est condamné au bagne. Voici une photographie de la case dans laquelle il réside à Cayenne. Alors c'est pas parce qu'il y a des palmiers ou des cocotiers et de la mer que tout est agréable, absolument pas. Il a des fers aux pieds la nuit. Le climat est extrêmement difficile à supporter, très chaud et très humide. Et Alfred Dreyfus souffre énormément pendant sa détention à Cayenne. Alors, donc on en est là, sauf qu'au bout d'un moment, le lieutenant-colonel Picard, qui travaille au service des renseignements et qui vient d'être nommé au service des renseignements, découvre le vrai coupable, c'est le commandant Esterhazy. Donc il dit, il y a une erreur judiciaire. Mais ça veut dire qu'il accuse l'armée, en fait, puisque c'est un conseil de guerre et pas un tribunal civil qui a accusé Dreyfus. Il accuse l'armée, donc il y a un procès qui a lieu, nouveau procès. Esterhazy est acquitté par le tribunal militaire, et là, cette affaire commence à faire du bruit parce qu'il y a un certain nombre d'intellectuels, dont Émile Zola, qui dit, mais en fait, cet homme a été accusé, Alfred Dreyfus a été accusé parce qu'il est juif. Et en fait, on essaye de maquiller donc, une erreur judiciaire qui devient une affaire d'État. Donc, ici, vous avez la publication d'une lettre d'Émile Zola, une lettre publique dans un des journaux les plus populaires de l'époque, qui s'appelle l'Aurore. Et cette lettre, elle s'intitule « J'accuse, lettre au président de la République ». Que veut faire Émile Zola? Vous avez un extrait de cette lettre, vous ne l'avez pas en entier, dans votre livre. Alors, je réduis ça. Et je vous lis l'extrait. Donc, lettre ouverte d'Émile Zola au président de la République, donc parue le 13 janvier 1898. J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées, de s'être rendu coupable de ce crime de lèse-humanité et de lèse-justice, dans un but politique et pour sauver l'état-major compromis. L'état-major, c'est-à-dire l'armée ici, la direction de l'armée. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète, donc que personne n'a jamais vue en fait. Et j'accuse le second conseil de guerre d'avoir couvert cette illégalité par ordre en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. Donc ici, c'est le vrai coupable, Esterhazy. Voilà comment se termine la lettre au président de la République d'Émile Zola. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Voilà, il cite des textes des philosophes des Lumières. Il fait référence directement aux philosophes des Lumières, et j'espère que vous vous en rendez compte. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises, et que l'enquête ait lieu au grand jour, j'attends. Que veut Émile Zola? Il veut que le président de la République, qu'il accuse là, il accuse le président de la République, il accuse l'armée, donc il veut qu'il y ait un procès en diffamation. Et il se dit, s'il y a un procès en diffamation, ce sera non pas un procès au conseil de guerre, donc c'est pas l'armée, c'est pas le tribunal de l'armée, c'est le tribunal civil. Et là, c'est la justice civile, par conséquent, on va peut-être pouvoir avoir une justice impartiale. Donc, c'est ce qui se passe. Émile Zola donc, réussit à avoir son... je vais pas y arriver là. Voilà. Émile Zola réussit à avoir son procès, mais ça ne fonctionne toujours pas. Et il va falloir attendre 1899, donc un nouveau procès de Dreyfus devant le Conseil de guerre, qui dit qu'il est toujours coupable, mais le président le gracie.
C'est-à-dire que le président dit mais j'annule la peine. Ça ne suffit pas, hein. Les partisans de Dreyfus disent mais non, une grâce présidentielle, ça ne veut pas dire qu'il est innocent, il est considéré toujours comme coupable, donc ça ne va pas. Et donc il faut attendre 1906, hein, vous voyez ici 1906, pour que Dreyfus soit véritablement réhabilité et réintégré. Alors, pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette histoire et pourquoi il y a eu autant de débats autour de cette histoire, c'est que d'un côté, vous avez des gens qui sont très antisémites et qui disent qu'il faut défendre l'armée à tout prix parce que c'est elle qui est garante des valeurs de la France, et de l'autre, vous avez des gens qui sont partisans des valeurs républicaines et qui disent que il faut mettre en avant l'égalité, la liberté, y compris la liberté religieuse, et, euh, et que la justice doit être impartiale. Donc vous voyez, il y a deux visions de la société qui s'affrontent là. Et vous le voyez bien ici, hein, c'est une caricature extrêmement célèbre qui est parue dans le Figaro le 14 février 1898, une caricature de Carandache, qui était un dessinateur hostile à Dreyfus. Hein. Le Figaro, donc, qui existe encore aujourd'hui, hein, fait partie des journaux conservateurs à cette époque, hein, toujours, hein, et donc était anti-Dreyfusard. Donc vous voyez un dîner en famille, hein, sur la partie du haut. Surtout ne parlons pas de l'affaire Dreyfus, et puis le bas, ils en ont parlé, hein, avec des choses un peu humoristiques, hein, la fourchette plantée dans les fesses du petit chien, ici l'homme qui est en train de vouloir attaquer sa femme, qui elle-même attaque, en tout cas une femme, pas forcément la sienne, et qui elle-même en attaque un autre. Donc voilà, c'est pour illustrer à quel point cette affaire euh, a divisé la société française. Voici maintenant le document 2, qui est un tract de la Ligue de défense républicaine et qui est partisane de Dreyfus. Au procès de Rennes en 1899, donc Dreyfus est à nouveau condamné. Républicain, ainsi que nous l'avions prévu, les généraux complices des faussaires viennent d'arracher du Conseil de guerre de Rennes un verdict déclarant que le capitaine Dreyfus, parce que juif, est le véritable traître. C'est la lutte ouverte contre la démocratie républicaine, contre la République, contre les quelques libertés que nous possédons. Ce n'est pas pour Dreyfus lui-même que nous vous invitons à lutter, c'est contre le verdict inique, hein, c'est-à-dire complètement injuste, hein, qui consacre le triomphe de nos mortels ennemis, les hommes noirs qui s'apprêtent à nous ravir toutes nos libertés si chèrement conquises. Pour la République, debout. Donc on a des républicains euh, Dreyfusards, hein, partisans de Dreyfus, comme Émile Zola par exemple, et puis des partisans de l'armée qui ne veulent pas que l'armée soit mise en accusation. Vous avez ici un autre texte qui vous montre le camp adverse, hein, Paul Déroulède. Donc Paul Déroulède, très très hostile à la République parlementaire, hein. Lui, il souhaite une revanche de la France contre l'Allemagne à la suite de la défaite de 1870, donc il se dit, si l'armée est fragilisée parce qu'on la met en accusation, ça veut dire qu'on pourrait perdre la guerre. Donc voilà ce qu'il dit. Vive l'armée! Ce cri unique qui a retenti jusqu'à la porte des casernes n'était-il pas en même temps la condamnation de tous ces politiciens de bas étage, quel que soit le rang auquel ils sont montés? À quoi bon crier à bas les ministres, à bas les présidents, à bas les Dreyfusards, à bas les parlementaires et le parlementarisme, les corrupteurs et les corrompus? Est-ce que ces deux mots-là ne disent pas tout ce qu'il y a à dire? Vive l'armée! Oh oui, vive l'armée, qui est notre dernier honneur, notre dernier recours, notre suprême sauvegarde. Nos admirables soldats sont, depuis 20 ans, les gendarmes des parlementaires contre la France. Il est temps qu'ils deviennent les gendarmes de la France contre les parlementaires. Bon, texte un peu daté pour vous, hein, un peu difficile à comprendre. En tout cas, vous en saisissez la teneur générale. Donc il s'agit de soutenir l'armée à tout prix. Hein. Coupable d'une erreur judiciaire à la limite, eh bien c'est pas grave. Hein, ce brave Dreyfus de toute façon est juif, donc coupable. Hein, par conséquent, qu'est-ce que ça peut faire à partir du moment où l'armée reste maintenue dans son honneur et dans la défense des valeurs françaises. Voici une illustration de ce que je viens de dire.
une gravure parue dans l'Illustration en 1900. Vive l'armée, abat les juifs. Les deux sont très liés pour les anti-Dreyfusards. Je vous ai aussi trouvé une autre illustration ici, dans un journal qui paraissait et qui était d'extrême droite, très anti-Dreyfusard, La Libre Parole, dirigée par Édouard Drumont. Le traître condamné, 10 ans de détention et la dégradation, et juste au-dessous, abat les juifs. On faisait donc bien le lien entre la judéité d'Alfred Dreyfus et sa culpabilité. Une dernière photographie qui montre Alfred Dreyfus réhabilité. Après 1906, on le voit ici, il a de nouveau ses décorations. Il a travaillé dans l'armée, il a été réintégré dans l'armée jusqu'à sa mort en 1935. Donc il est mort en 1935, Alfred Dreyfus. Mais vous voyez que cette affaire a vraiment agité la société française. Alors, deux conséquences à cette affaire. D'abord, des organisations qui défendent les droits de l'homme et qui ont été créées à ce moment-là. La Ligue des droits de l'homme, qui existe toujours. Là, vous avez le site de la Ligue des droits de l'homme. Et puis, quand on s'intéresse, quand on essaye de regarder l'histoire de cette grande association, vous voyez, qui milite encore aujourd'hui, qui est une des grandes associations militantes pour les droits de l'homme dans notre pays, eh bien, on voit qu'elle a été créée en 1898 pour défendre un innocent, le capitaine Dreyfus. Et donc, depuis, la Ligue des droits de l'homme se bat pour la justice, les libertés, les droits civiques et politiques, etc. Donc, cette organisation non gouvernementale existe toujours. Et vous pouvez peut-être, dans votre vie de citoyen, militer à la Ligue des droits de l'homme. Dernière conséquence de cette affaire, l'antisémitisme de la société française s'est révélé au grand jour, et il y a un certain nombre de juifs qui ont commencé à prendre peur et à vouloir avoir un État qui leur appartienne. Et parmi eux, Théodore Herzl, qui est un des fondateurs du sionisme, c'est-à-dire de la volonté de créer un État. Donc cet État existe aujourd'hui, c'est l'État d'Israël. Vous verrez ça l'année prochaine en troisième. C'est aussi aujourd'hui un des points chauds de géopolitique de notre globe. Mais vous voyez que les racines, une des racines, pas la seule, mais une des racines de la fondation de l'État d'Israël en Palestine est l'affaire Dreyfus de 1880, qui a débuté en 1894 et qui s'est arrêtée en 1906. Donc voilà pour aujourd'hui, j'ai été un peu longue, je m'en excuse, mais c'est nécessaire pour que vous puissiez bien comprendre les ressorts de cette affaire. Cet antisémitisme-là qui se révèle à vous dure en France jusque dans les années 1940, 1930, 1940. Vous le verrez aussi l'année prochaine. Cet antisémitisme, il existe toujours dans notre pays. Il y a toujours des gens qui suspectent ou discriminent les juifs. Donc c'est encore un terrain de lutte pour faire respecter les valeurs d'égalité et de fraternité de notre République. Et donc, voilà comment est-ce que pour nos ancêtres, cet antisémitisme s'est particulièrement manifesté, donc à la fin du 19e siècle. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, la prochaine vidéo de cette semaine va concerner, pardon, juste à la fin de la vidéo, là, si je me mets à bafouiller, ça va pas être terrible, va concerner la séparation des églises et de l'État en 1905. Merci beaucoup, à la prochaine fois.